Gilles est attendu sur scène. Je crois qu'on attend que vos applaudissements pour le faire venir. Monsieur Babinet, on va parler de la place de la France et de l'Europe dans le nouvel ordre technologique mondial. Est-il nécessaire de présenter Gilles Babinet, président du Conseil national du numérique, entrepreneur et ancien digital champion auprès de la Commission européenne? Je ne suis pas son seul fan. Messieurs, on vous écoute. Sans transition, si j'ose dire. Bonsoir Gilles. On se connaît bien, on est amis dans la vie, donc on peut peut-être se tutoyer exceptionnellement devant vous, si ça ne vous choque pas. Et je suis très heureux de te recevoir parce que ça fait plusieurs fois qu'on a l'occasion de débattre, de parler ensemble. Et c'est assez intéressant de le faire au moment qu'on est en train de traverser. On en a un peu parlé. Je voudrais rappeler que tu écris plusieurs livres sur le big data, dont tu as été un entrepreneur dans ce secteur, c'est bien connu. Un papier aussi, un bouquin sur l'ère des plateformes. On a fait une de la Tribune sur la productivité. On va en parler un peu sur un rapport que tu avais fait sur le sujet. Et alors, il y a un livre à sortir très bientôt qui porte le nom « Comment les hippies, Dieu et la science-fiction ont inventé Internet » qui va sortir chez Odile Jacob le 10 mai. Bon, je me permets cette petite publicité. C'est quoi l'idée de ce livre? C'est l'idée qu'il y a un sens de l'histoire, que en fait les narratifs, les grandes idéologies polarisent la technologie. Et en fait, c'est évident quand on commence à travailler là-dessus. Moi, j'ai été très très surpris d'observer que les militaires ont fait des systèmes qui étaient extrêmement le même frame, les hippies ont décentralisé avec la micro-informatique, la globalisation, la révolution conservatrice a fait le cloud. Et en fait, on se rend compte que on pense que la technologie, elle est libre, mais en fait, elle est conditionnée par son contexte historique, diraient les marxistes. Alors, on dira certainement, pour ceux que ça intéresse en tout cas, ce bouquin. Gilles s'est également fait connaître par une formule, on aura tout à l'heure la présidente de la CNIL, qui avait fait un peu le buzz à l'époque. Tu avais dit, il faut fermer la CNIL. J'avais dit, la CNIL est un ennemi de la nation. Est un ennemi de la nation, voilà. Alors, est-ce que tu le penses toujours, d'abord? Est-ce que les choses ont un peu changé avec le RGPD? Est-ce que c'est un peu notre sujet? Est-ce que quand même, d'une certaine façon, il n'y a pas une légitimité dans le couple innovation-régulation en Europe à essayer de riposter face à une ultra-domination, on en a parlé toute la journée, et encore plus à l'heure de l'intelligence artificielle? Alors, tu me provoques et tu fais exprès, mais tu as raison. Je pense que le couple innovation-régulation est déterminant dans le temps qui vient. On le voit avec ChatGPT et d'autres encore à cet égard. Je l'ai dit à l'époque parce que je pensais que la CNIL était tout à fait excessive. Je pense que sous le mandat de Marie-Laure Denis, elle fait un excellent travail. Et donc, comme je n'arrivais pas à me faire entendre, et je pense qu'il y a eu un débat d'ailleurs suite à cette déclaration, j'ai eu une formule certainement excessive, mais qui a permis d'ouvrir le débat à cet égard. J'irai même plus loin, je pense que demain, on traitera les GAFAM, les métaplateformes, etc., comme des infrastructures de services publics qui seront soumis à des cahiers des charges. Et donc ce rapport a été complètement distordu, d'ailleurs pour des raisons idéologiques, parce que dans les années 90, il y a eu l'émergence de cette révolution conservatrice, de la globalisation, etc. Et en fait, le narratif qui a été vraiment porté par les wannabe GAFA, c'était vis-à-vis de Washington, foutez-nous la paix, vous comprenez rien à la technologie, ne nous régulez pas parce que vous êtes les ringards et que nous, on va faire le monde de demain. Ça a créé toutes les catastrophes qu'on a rencontrées par la suite. Et donc là, on est un petit peu dans une phase de retour où, d'ailleurs, on dit souvent la commission surrégule, etc. Le sujet, c'est pas de ne pas réguler ou de réguler, c'est de créer un couple. Et ça, on va avoir beaucoup de mal à le faire, mais c'est indispensable parce que les externalités maintenant des technologies et du monde tel qu'on le vit, elles sont complètement transversales et on doit avoir ce couple. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de moratoire? On en a beaucoup parlé aussi, lancée par Elon Musk. Est-ce qu'on est à quel niveau on en est? On parle beaucoup du point de singularité sur l'intelligence artificielle. C'est ce fameux moment où elle s'éveillera, où elle aura une conscience. En économie, on peut parler d'un danger. Oui, est-ce qu'on a un risque est-ce qu'on parle de ce point de singularité économique aujourd'hui? Exactement. Parce que, voilà, le point de singularité économique, je pense qu'on y est. Effectivement, c'est pour moi. Je pense que les AGI, c'est encore quelque chose d'autre. Par contre, ça veut dire que c'est un danger pour l'emploi. On est à un point où ça pourrait être une menace. On a dit les robots ne tuent pas l'emploi. J'ai écouté notre précédent orateur, Jean-Marc Messier. Je pense qu'il n'y a pas de transition économique
sans un frottement schumpeterien massif, c'est-à-dire de destruction d'emplois extrêmement forte. Alors oui, on peut considérer que c'est une mauvaise nouvelle, mais la productivité, c'est ce qui nous permet d'affronter le monde dans lequel on vit. C'est ce qui nous permet de vivre à 8 milliards sur cette planète. C'est-à-dire que si on avait refusé les technologies, on ne pourrait pas, on serait tous en train de se taper dessus. Le PIB par habitant en 1700, c'était 70 centimes par jour. Voilà, donc la moyenne du PIB mondial, je crois qu'on est aux alentours de quelque chose comme 19 000 $ par an, donc il faudrait diviser par 365, mais voilà, c'est la productivité technologique qui a permis ce genre de choses. Et là, on a un défi qui nous fait face et qui fait que je suis profondément contre la notion de décroissance, c'est il faut sauver la planète. Enfin, il faut sauver l'homme sur la planète. Et de fait, si on veut que ça se passe bien, si on veut qu'on cohabite convenablement dans cette phase de transformation, on a besoin de technologie, on a besoin de productivité. Et donc, GPT et consorts, ce sont d'excellentes nouvelles. Alors, je vais illustrer mon propos par une conversation. J'avais fait un article dans la Tribune à l'époque entre Travis Kalanick, le fondateur d'Uber, et Emmanuel Macron au Forum économique mondial à Davos. Ils avaient un débat sur les taxis, est-ce que les taxis allaient disparaître du fait de l'arrivée d'Uber, et Travis Kalanick dit, est-ce que l'industrie automobile a payé pour les maréchaux Ferrand, pour les sauver, etc. Et donc c'était bien cette question de par quoi on remplace finalement, est-ce qu'on remplace par une nouvelle industrie celle qui disparaît. Là aujourd'hui on est quand même face à une forme de vide, c'est-à-dire que c'est pas seulement un remplacement par quelque chose d'autre, c'est peut-être le remplacement par quelque chose qui nous échappe. Est-ce que c'est pas ça qui fait peur à tous ceux dont les métiers, on les connaît, hein, c'est des métiers souvent, les juridiques, le comptable, les journalistes, en tout cas les news reporters font partie de la liste qui pourrait être... Alors, dans le cadre du livre que j'ai écrit, j'ai beaucoup lu l'histoire des technologies. Et en fait, on se rend compte que toute émergence de nouvelles technologies un peu systémiques, je pense à l'électricité en particulier, amène des débats sans fin sur le fait qu'on arrive au bout de quelque chose et qu'il y a un risque civilisationnel. Il y a un livre qui s'appelle « L'histoire de l'électricité à Paris » que je recommande à toutes et tous ici, qui est incroyable, où on voit l'avenue de l'Opéra qui est électrifiée 6 fois de suite. Et le débat, c'est une technologie de riche, ça ne marchera jamais. C'est un scandale qu'on prenne des risques pareils avec quelque chose qui peut électrocuter les gens. Et c'est à longueur de page ce genre de choses. Et donc oui, il y a des risques, et des risques qui sont probablement très systémiques, très importants à cet égard. Je pense que l'erreur que l'on fait en disant il faut faire un moratoire là-dessus, c'est que les méchants ne vont pas s'arrêter. C'est-à-dire que si, c'est ce que je disais dans un grand quotidien économique, je ne te ferai pas l'offense de citer le nom aujourd'hui, mais... C'est pas un qui propose un gadget, non? C'est un autre, effectivement. Mais on doit ne pas faire de moratoire. Et je pense que le biais de ce moratoire, c'est que il a été largement prononcé par des gens qui ont des intérêts économiques à ce qui est moratoire. C'est ce qui ressort d'ailleurs aujourd'hui. Ils sont en retard eux-mêmes. Exactement. Mais il faut bien comprendre que les distributions de MML, de Massive Machine Learning, de langage massif, eh bien, on ne peut plus les arrêter. Il y en a partout, il y a des lamas, il y a des tas de choses. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire, et on terminera par cette question, tu vas rester avec nous pour le débat qui va s'en suivre, juste un parallèle avec le nucléaire, avec la prolifération du nucléaire. Il y a des gens qui disent la bombe atomique, en fait, on a commencé à avoir peur quand on a compris ce que c'était, le jour où on l'a utilisé la première fois. Très juste. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, face à l'IA, à avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, avec un danger de prolifération, la Russie, la Chine, voire d'autres dictatures? Moi, je pense que le coefficient de prolifération n'a rien à voir entre le nucléaire et l'intelligence artificielle. Le coefficient de prolifération du nucléaire, c'est un pays tous les 20 ans. Le dernier, c'est le Pakistan. Et probablement un jour la Corée du Nord. La loi de Moore fait que... L'Iran peut-être. L'Iran, voilà. La loi de Moore fait que c'est juste inarrêtable. C'est-à-dire le coefficient de prolifération de l'intelligence artificielle, il est total. Et c'est exactement pour ça que cette idée de dire on doit faire un moratoire n'a aucun sens. On pense au moratoire sur effectivement la bombe atomique et toutes ces réglementations qu'on a mis en place. La différence, c'est qu'on est sur des technologies qui ne sont pas exponentielles et qui sont massivement souveraines. Vous ne pouvez pas cacher une mine d'uranium. Vous ne pouvez pas cacher des centrales
de centrifugation. Des technologies de lanceurs, c'est très compliqué à construire, etc. etc. Donc on doit au contraire créer tout un environnement, un écosystème technologique de gens qui sont capables de lutter contre les biais informationnels, le fait de créer des virus et d'autres encore. Donc travailler aussi sur l'éthique. Le ministre a annoncé qu'il avait saisi le comité national d'éthique sur l'IA. Le concurrent du CNUM. Ça sera le moratoire français. On verra dans 6 mois les résultats. On s'arrête là pour l'instant et Nicolas, c'est ce dont on parle. les prochains invités. Merci tous les deux.